Et c'est Fanny Marceau qui nous présente le journal de 7h. Bonjour Fanny. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Éric Dupond-Moretti joue les pompiers pour le garde des Sceaux. Il faut de toute urgence éteindre la polémique sur la prison de Fresnes. Hier, le ministre de la Justice a reçu le rapport d'enquête sur ce tournage le mois dernier d'une émission sur le modèle de Koh-Lanta avec toute une série d'épreuves. Rapport qui pointe la responsabilité du directeur de la maison d'arrêt et qui dédouane le ministère. Je vous dis, moi, que jamais je n'ai été informé, que jamais mon cabinet n'a été informé. Ce qui a été validé, c'est une compétition Koh-Lanta dans laquelle il n'a jamais été question de cartes. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Pour moi, la prison, c'est la sanction et la réinsertion. Dans ces images que j'ai vues, il n'y a ni sanction, ni réinsertion. Et pardon de vous dire que je pense à certains gamins qui voient ces images et qui disent la prison, lol. La prison, elle doit avoir un effet dissuasif. Maintenant, j'ai demandé une enquête pour que l'on sache jusqu'où tout cela remonte. Et il s'avère que c'est une initiative du directeur de la prison avec l'organisateur. Et c'est cela, monsieur, que dit l'organisateur. Si j'avais su qu'une compétition de karting était organisée, j'aurais mis un veto très clair. Éric Dupond-Moretti au micro européen de Victor Chabert. Alors le garde des Sceaux qui avait annoncé il y a quelques jours l'ouverture à la fin de l'année 2024 à Mayotte d'un centre éducatif fermé pour les plus de 13 ans. Oui, hier Gérald Darmanin lui a d'ailleurs emboîté le pas. Il est même allé plus loin avec l'idée d'un encadrement militaire au sein de centres de rééducation pour les mineurs délinquants. Une idée qui ne fait pas l'unanimité. Pour le moment en France, ces mineurs condamnés sont pris en charge dans des centres éducatifs fermés. Mais alors comment fonctionnent-ils? Les précisions de Clément Barguin. Des centres répartis sur toute la France, pas de barbelés, des espaces verts, 12 jeunes délinquants maximum accueillis par maison sous la surveillance d'éducateurs spécialisés. Âgés de 13 à 18 ans, ces adolescents suivent des cours de maths, de français, font des activités sportives en vue de leur réinsertion. Des structures qui ne répondent pas toujours à leurs besoins selon Odile Barra. Elle est juge des enfants à Toulouse et membre du syndicat de la magistrature. On a mis énormément d'argent et d'investissement sur les centres éducatifs fermés et on a très peu d'autres structures. Nous, les juges des enfants, ce qu'on regrette, c'est qu'il n'y ait pas des solutions plus diversifiées, plus individualisées, parce que créer des groupes d'adolescents très difficiles ayant parfois des profils psychiatriques, c'est pas forcément la solution miracle. Le recours à des militaires pour encadrer les mineurs délinquants, comme le préconise Gérald Darmanin, ce n'est pas la solution pour Vito Fortunato, éducateur en prison et co-secrétaire du syndicat national des personnels de l'éducation et du social. Les militaires ne sont pas du tout formés pour la prise en charge de jeunes en difficulté. La problématique des jeunes qui sont en déshérence ne peut être traitée que par des professionnels qualifiés. Des éducateurs, des professeurs, des psychologues, des assistants de service social. Un encadrement par des militaires, l'expérience a déjà été menée de 1984 à 2004 sous l'appellation Jeunes en équipe de travail. 2 ans après leur stage, plus de 60% des mineurs qui s'étaient portés volontaires étaient retombés dans la délinquance. Clément Barguin, notez que pour leurs 52 centres éducatifs fermés existent en France, une vingtaine sont en projet. 7h04 sur Europe 1. C'est aujourd'hui la rentrée pour le gouvernement. Oui, premier conseil des ministres ce matin à l'Elysée, au menu des dossiers brûlants, notamment le pouvoir d'achat, la crise énergétique ou le climat, et bien sûr la rentrée scolaire qui se profile. Effectivement, c'est dans une semaine maintenant. Oui. Et l'inquiétude des entreprises de cars scolaires qui manquent de conducteurs. Emmener les enfants à l'école, en sortie, à la piscine, au cinéma, au musée, en pleine nature, pour tout ça, il manque 8000 chauffeurs en France et les patrons des sociétés de transport ont du mal à recruter. Il faut dire que les conditions de travail ne sont pas très séduisantes. Écoutez le témoignage de Marielle Breteau, elle est conductrice de bus dans la Sarthe. C'est vrai que les nouveaux embauchés, maintenant, ne restent plus très longtemps. Quand moi j'ai démarré il y a 9 ans, on était 10 nouveaux chauffeurs. Maintenant, on n'est plus que 3. Un jeune ne peut pas vivre de ce métier car vous savez, les salaires sont quand même assez bas. Moi, je suis à 110 heures par mois et je tourne autour de 900 €. C'est pas rentable. Je serais toute seule, je ne pourrais pas vivre avec ce salaire. C'est pas possible. Donc, c'est des contrats à temps partiel. Bon, il y a des contraintes horaires. Moi, le matin, je commence à 6h45. Je travaille jusqu'à 10h. Je reprends qu'à 15h30, jusqu'à 19h15. Il y a quand même une grande amplitude. Quand on emmène les enfants à la piscine, notre temps d'attente n'est pas payé à 100%. Voilà, on est payé qu'à 60%. C'est pas normal, il faudrait que ça change tout ça. Marielle Breteau avec Thibaut Hu. Alors toujours au chapitre de la rentrée, Fanny, on a voulu s'attarder ce matin sur une rentrée scolaire qui pourrait être compliquée pour les élèves qui souffrent de handicap intellectuel ou cognitif. Combien sont-ils en France ? Eh bien, nul ne le sait. Aucun recensement précis n'a jamais été mené. L'UNAPI, l'Union nationale des parents de personnes handicapées mentales, suit 8000 de ces enfants et le constat est alarmant. La plupart d'entre eux sont pour le moment purement et simplement privés d'école
Alban Le Prince. À peine plus d'un quart de ces élèves handicapés ont seulement 12 heures de cours par semaine. 18% ne voient même jamais un professeur. Pour Sonia Aeinou, vice-présidente de l'UNAPI, les raisons sont multiples. Il y a un manque d'enseignants spécialisés au sein des instituts médico-éducatifs. D'autres sont en attente d'un dispositif partagé et pour certains, ils n'y ont pas accès. Vous avez des établissements scolaires qui refusent de scolariser ces élèves-là. Malgré tout, le nombre d'enfants handicapés scolarisés est en constante hausse. Cette année, 430 000 iront à l'école, selon le gouvernement. 3 fois plus qu'il y a 15 ans. C'est mieux, mais il faut aller plus loin, estime Danielle Langlois, présidente d'Autisme France. C'est vrai qu'il y a eu des progrès en maternelle, mais une fois qu'on a dépassé ce stade, il n'y a quasiment plus rien. Et donc, beaucoup d'enfants se retrouvent en très grande difficulté, scolarisés 2 ou 3 heures par semaine. Certains, pas du tout. Et avant d'obtenir une solution satisfaisante, beaucoup de parents sont obligés de faire l'école à la maison en attendant, parfois durant des années, de trouver une place en institut médico-éducatif. Alban Le Prince. 7h07 sur Europe 1. 24 février, 24 août, la guerre en Ukraine entre dans son 7e mois aujourd'hui et, hasard du calendrier, c'est aujourd'hui également que le pays célèbre son indépendance. Oui, 31e anniversaire sous les bombes. Des explosions ont déjà retenti ce matin à Kharkiv dans le nord-est, à Dnipro, à Zaporizhzhia dans le centre. Les autorités ukrainiennes avaient anticipé, elles ont annulé toute célébration. À la place, elles ont aligné des chars russes calcinés dans la rue principale de Kiev, par exemple. Dans toutes les régions du pays, on prie ce matin surtout pour que la prédiction de Volodymyr Zelensky ne se réalise pas. Hier, le président ukrainien craignait, je cite, des provocations russes répugnantes et des frappes brutales. Oleksiy Goncharenko est le président du conseil régional d'Odessa sur la mer Noire. Il ne cache pas son inquiétude. Odessa est l'un des principaux objectifs de Poutine depuis le début. La situation est vraiment dangereuse ici. Poutine agit comme un terroriste de l'alimentation. Il prend en otage des centaines de millions de personnes. Il veut voir l'inflation et des vagues de migrants. Mais on fait tout ce qu'on peut. On le dit depuis le premier jour, Poutine fera tout pour ne pas respecter les accords. Avant la guerre, nous exportions 5 millions de tonnes de céréales par mois, par la mer Noire, partout dans le monde. Ce mois-ci, nous n'avons exporté qu'1 million de tonnes. Ici, on ne peut rien faire, mais on espère que le monde obligera la Russie à agir. Aucune faiblesse, aucun esprit de compromission face à la Russie. Les mots d'Emmanuel Macron hier qui a renouvelé donc son soutien à l'Ukraine. Oui, et de son côté, pour marquer l'anniversaire de l'indépendance ukrainienne, Washington devrait annoncer aujourd'hui une nouvelle aide militaire à Kiev, la plus importante depuis le début de la guerre, 3 milliards de dollars. Tout autre chose maintenant, la Chine, la politique zéro Covid qui continue de déstabiliser le pays et aussi le secteur de l'immobilier. Oui, 1 an tout juste après les déboires du promoteur Evergrande, toute une série d'entreprises immobilières sont au bord de la faillite, faute de liquidité. Certaines sont incapables de poursuivre leur chantier et de livrer les logements vendus aux dates prévues. Résultat, des dizaines de milliers de propriétaires refusent de payer les mensualités. Reportage en Chine du correspondant d'Europe 1, Sébastien Le Belzic. Au cri de « Rendez-nous notre argent », des milliers de propriétaires manifestent devant les bureaux d'un promoteur. Des scènes diffusées sur les réseaux sociaux et qui se répètent partout en Chine. Nous avons dépensé tout notre argent pour acheter cet appartement. Mais 5 ans après le début des travaux, il n'est toujours pas terminé. Ultime solution pour cet homme désespéré et sa famille, squatter ces quelques murs et surtout ne plus payer les traites. Comme lui, de plus en plus de propriétaires font la grève des mensualités. Le pays compterait ainsi quelques 250 millions de mètres carrés de logements à terminer et le montant cumulé des travaux en jachère s'élève à 290 milliards d'euros. Karen Shaw est spécialiste immobilier à l'agence Bloomberg. Un par un, nous voyons ces piliers du secteur immobilier chinois s'effondrer et nous sommes en train d'assister à quelque chose que l'État voulait à tout prix éviter, une crise sociale. Une crise qui ébranle un peu plus l'économie chinoise. Le pays est au bord de la récession, le chômage explose et les effets des confinements liés au Covid ajoutent au mécontentement général, alors que dans quelques semaines, le président Xi Jinping briguera un 3e mandat historique à la tête du pays. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. Dans le journal de Fanny Marceau. Merci Fanny, Merci à tout à l'heure. À tout à l'heure.